Le centre de gravité mondial est en train de se déplacer. L'un des signes les plus clairs de ce changement est le nombre croissant de conférences importantes désormais organisées en dehors de l'Occident collectif. Mon invité d'aujourd'hui a récemment assisté à 2 de ces conférences en Chine. Le Dr Jan Oberg est de retour parmi nous pour discuter de ce qu'il y a appris. Jan, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup, Pascal. C'est une grande joie d'être ici. Et je suppose que vous voulez que je dise quelques mots à propos de ces conférences. Oui. Parce que vous y aviez été invité, vous y avez assisté, et ces événements étaient liés à la paix et à la sécurité. Pourriez-vous peut-être nous en parler un peu? Oui, le premier était un grand événement avec environ 500 participants venus de 50 pays, tous invités par la Chine, la municipalité de Shanghai, le parti et de nombreux autres participants et intervenants de haut niveau. C'était la conférence mondiale sur les études chinoises. Et, vous savez, ce n'était pas seulement axé sur la sécurité. Cela a réuni une variété de points de vue sur la culture et la société chinoise, venant de personnes du monde entier qui étudient la Chine, visitent la Chine, comme moi, et ainsi de suite. Mais j'ai été assez surpris, car je tiens à souligner que je ne suis pas un expert de la Chine. Je ne l'ai jamais été, et je ne le serai jamais. Mon point d'entrée vers la Chine, comme vous le savez, c'est mon intérêt pour la manière dont la Chine conçoit la paix à travers les 5 principes de coexistence pacifique. Comment elle aborde la défense, comment elle mène sa politique étrangère, et comment les Chinois ont une vision d'un monde meilleur, si l'on peut dire, avec l'initiative La Ceinture et la Route, et tout ce qui l'accompagne. Il y avait donc de nombreuses occasions de rencontrer des personnes qui étaient, tout d'abord, partageant les mêmes idées et curieuses à propos de la Chine, ce que nous ne sommes généralement pas en Occident. Ensuite, de recueillir beaucoup d'informations sur ce que font d'autres personnes qui étudient la Chine, y compris celles qui considèrent la Chine comme faisant partie d'une transformation mondiale et comme un acteur de sécurité, mais aussi un acteur de paix. Et troisièmement, ce que je trouve important, c'est que de nombreux autres pays devraient faire de même. Car lorsque vous réunissez 500 personnes venues du monde entier, cela signifie le dialogue, cela signifie l'apprentissage mutuel, cela signifie l'échange de points de vue et, si l'on veut, la gestion des différences dans notre manière de percevoir les choses. Et cela, en soi, au-delà de l'objectif académique, conduit en réalité à une certaine forme de paix. Vous savez, un pas vers la paix, c'est la compréhension mutuelle, s'écouter les uns les autres, organiser des séminaires, dire « Oh, je ne suis pas d'accord avec vous, je suis surpris que vous ayez ces opinions, expliquez-les-moi davantage. » Et, vous savez, cela se produit aussi bien lors de la conférence officielle que pendant les dîners ou les petits déjeuners le matin à l'hôtel, ce genre de choses. Donc c'était, enfin, j'aimerais que davantage de pays fassent la même chose. Mais bien sûr, il faut beaucoup d'argent pour inviter 500 personnes, n'est-ce pas? Et l'autre conférence était la célébration du 10e anniversaire de l'Institut de Chine à l'Université Fudan, dirigé par le professeur Shen Weiwei. Il existe cette idée préconçue en Occident selon laquelle, dans un pays autocratique comme la Chine, on ne peut pas vraiment exprimer librement son opinion et il n'y a pas de véritable liberté académique, qu'on est seulement libre de dire ce qui suit la ligne du parti. Que répondez-vous à ceux qui pensent cela? Va là-bas et vois par toi-même, c'est tout ce que je dis. Je veux dire, il y a tellement de malentendus, tous issus des médias. Des citoyens ordinaires, y compris mes voisins et d'autres, me demandent « Comment peux-tu aller dans une dictature? Pourquoi y vas-tu tout le temps ?» Et je leur réponds « Excusez-moi, allez-y vous-même et voyez, parce que c'est la seule chose qui pourra vous convaincre. »
Et je te le dis, Pascal, je n'ai rencontré personne qui soit allé en Chine, qui ait voyagé pendant 2 ou 3 semaines, soit avec un groupe touristique, soit individuellement, comme moi, et qui soit rentré en disant « Oui, c'était un endroit terrible. Les gens étaient désagréables. Tout le monde avait l'air réprimé et terne. C'est clairement une dictature, comme la Tchécoslovaquie pendant la guerre froide ou l'Union soviétique. » Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit rentré chez lui en disant ça. Tout le monde revient en disant « C'était complètement différent de ce que j'ai lu dans les médias. Ça n'a rien à voir avec toutes ces histoires, tu sais. » Je n'exagère pas, Pascal. Je connais beaucoup de gens qui ne sont jamais allés en Chine et qui en ont une opinion très négative. Et je connais encore plus de personnes qui y sont allées. Ont voyagé un peu, ils sont allés pour affaires, pour le tourisme ou autre, et qui en reviennent avec une vision complètement différente. Je ne dis pas que tout va bien. Je veux dire, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, et c'est ce que je dis à tout le monde avec qui je parle, tu n'as pas besoin d'être pro-Chine, ni d'être anti-Chine, mais tu dois être curieux de la Chine, car c'est un pays fondamentalement important. Pour l'avenir du monde, que ça te plaise ou non, tu ferais bien d'en apprendre davantage à son sujet. Et ensuite, n'apprends pas à travers les médias. Il est impossible, en restant en Occident, de vraiment comprendre la Chine. Ça, je peux le dire. Il faut y aller. Et l'autre chose, c'est que rencontrer les Chinois et voir ce qu'ils ont accompli au cours des 30 ou 40 dernières années enrichira ta vie. C'est unique, autant que je puisse en juger, dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, je paraîtrais peut-être trop optimiste, mais j'ai vu la Chine en 1983, lorsque j'ai voyagé avec une délégation culturelle danoise. J'ai vu la pauvreté, j'ai vu la saleté dans les hôpitaux, j'ai vu les routes boueuses. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, je vois une infrastructure incroyable. 40 000 kilomètres de trains à grande vitesse. Je vois de la propreté partout. Je ne vois pas un seul papier traîner dans une gare. Je vois des gens heureux. Je vois des gens qui consomment. Je vois des gens qui ont l'essentiel. Je vois un pays où il n'y a plus de pauvreté. Vous êtes aussi allé à la campagne. Pardon? Vous êtes aussi allé à la campagne. Oui, je suis allé à la campagne. On a encore un pays moderne. Il existe d'énormes contrastes, mais personne ne souffre. Il y a des gens qui mènent une vie complètement différente de celle des habitants de Shanghai, Pékin ou Hangzhou ou d'ailleurs. Je suis allé dans un petit village à environ 70 km de Hangzhou avec 1500 habitants. Je vous le dis, c'est un petit endroit, l'ancien village de Shenhao avec 1500 habitants. J'y suis resté 4 jours dans un petit hôtel. Et là-bas, c'est pareil. Les gens mènent une très bonne vie. Ils vivent de l'artisanat, des festivals culturels, de la culture de la terre. Mais personne ne souffre, et les gens ont l'air heureux. Ils sont gentils et serviables. Laissez-moi vous donner un exemple parmi, je ne sais combien, que j'ai vécu comme cela en voyageant seul. Je voyage toujours seul, et je ne planifie jamais mes destinations. Le matin suivant mon arrivée, je dis au réceptionniste, « J'aimerais partir demain matin et voir le lever du soleil sur la rivière Fuchun. » D'ailleurs, c'est une autre histoire, mais cela fait partie de l'histoire de l'art chinois, et c'est aussi le titre d'un film moderne intitulé « Habiter dans les montagnes Fuchun ». C'est ce qui m'a inspiré à y aller. J'ai dit, j'aimerais voir le lever du soleil. Comme je suis photographe, c'était censé être un endroit où l'on voit la brume, une atmosphère particulière et tout ça. Mais finalement, c'était pas le cas. J'ai demandé, pouvez-vous me trouver un taxi demain matin à 5 heures pour que je puisse aller à la rivière? Et tous deux ont répondu, presque en stéréo, vous n'avez pas besoin de taxi. Nous allons vous y emmener. Vous savez,
À 5 heures du matin, la réceptionniste dit « Je vais vous y emmener ». C'est ce que l'on vit encore et encore en Chine. Je ne cherche pas à idéaliser, je peux vous donner d'autres exemples. Il n'y a pas de discussion, ce sont des gens très gentils et serviables. Ils parlent un peu, pas dans les villages, mais certaines personnes dans les grandes villes parlent anglais. Ils ont des prénoms anglais et font tout leur possible pour être serviables, aimables et pour apprendre de vous. C'est ce qui est si intéressant. Ils veulent en savoir plus sur nous. Ils veulent créer un lien avec nous. Un jour, ma femme était assise à la gare de Hongqiao à Shanghai et une dame est venue lui dire « Puis-je m'asseoir ici et pratiquer mon anglais avec vous? D'où venez-vous » C'est une ouverture absolument incroyable. Quelque chose qu'un Chinois ne rencontrerait pas en Suède. Eh bien, je veux dire, nous voyons tous ces stéréotypes négatifs, n'est-ce pas? Et ils deviennent de plus en plus marqués en Europe et aux États-Unis, surtout en ce qui concerne le système social. Les stéréotypes liés au système social et ceux liés à la sécurité. Donc, lorsqu'il s'agit de définir la paix, et vous êtes chercheur en études sur la paix, vous avez consacré votre vie à ce domaine, qu'est-ce qui vous a frappé dans la manière dont vos homologues ou interlocuteurs chinois concevaient la paix et l'avenir de l'humanité? Eh bien, vous savez, la chose formelle, qui est aussi une réalité, c'est que les 5 principes de coexistence pacifique, ou le Panchil, élaboré par l'Inde et la Chine, il y a quoi, 70 ans, figurent dans la constitution chinoise. C'est quelque chose dont on ne peut pas se dérober. Ce n'est pas seulement un discours, c'est inscrit dans la constitution chinoise. Deuxièmement, je pense que les Chinois ont compris quelque chose que nous ne comprenons vraiment pas. Surtout quand on regarde le soi-disant plan de paix de Donald Trump. Je veux dire, je suis stupéfait, consterné, et je trouve tragique que le monde entier puisse appeler cette absurdité un plan de paix. Un plan de paix. Revenons-y plus tard. Mais nous y reviendrons, oui. Donc les Chinois, je ne sais pas d'où cela vient, mais c'est pour cela qu'il est intéressant d'étudier la question. Ils ont intégré la paix dans les actions sociales, dans l'économie, dans la manière dont la société est structurée. Ils n'ont pas grand-chose de ce que j'appellerais la société de réparation occidentale. Par quoi j'entends? D'abord, nous avons une politique de défense qui dit que je peux te tuer à des milliers de kilomètres avec une dissuasion offensive, des armes à longue portée. C'est l'OTAN, en résumé. C'est la dissuasion offensive à distance. Si tu ne fais pas ce que je dis, je peux te tuer de loin. Ce qui ne créera jamais, enfin, cela devrait être assez évident, cela ne créera jamais de stabilité. Ensuite, nous faisons cela. Nous obtenons un problème de surarmement, un problème de militarisme, et nous obtenons des guerres. Et ensuite nous disons, oh, nous avons besoin de désarmement, de négociations de paix, et tout cela, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de faire ce qu'il faut dès le départ? Qu'en est-il d'intégrer ces éléments dans le dialogue, dans les consultations, dans la construction d'institutions, là où nous gérons les conflits avant qu'ils n'éclatent en violence? C'est une distinction très importante, celle entre conflit et violence. Je ne dis pas, et c'est l'un des points que j'ai soulevés lors des conférences en Chine, les deux. J'ai dit, c'est incroyable que parmi toutes les choses que vous avez importées en Chine, le capitalisme, l'idée d'un parti, le consumérisme, l'art occidental, la musique occidentale, vous les ayez ensuite transformés. Vous leur avez donné, vous savez, des caractéristiques chinoises. La seule chose que vous n'avez pas changée, c'est l'importation du militarisme, les armes à longue portée et tout le reste. Et puis bien sûr, ils diraient, eh bien, les nôtres sont défensives. Or, les armes nucléaires ne sont pas défensives. Elles ne peuvent, par aucune définition, être qualifiées de défensives. Et d'autres choses ne le sont pas non plus. Mais fondamentalement, et vous et moi le savons, tout le monde le sait, c'est pour cela,
qu'il est si ridicule d'appeler cela une menace. La Chine ne conquiert pas le monde. Elle n'a qu'une seule base en dehors de son propre territoire, et ainsi de suite. Mais elle a une autre conception de la paix, de la coexistence, de l'écoute mutuelle et du dialogue que celle que nous avons en Occident. Et cela m'intéresse. Ce que je ne comprends pas, ce sont deux choses. Pourquoi cela a-t-il conduit à fondamentalement le même type de politique sécuritaire axée sur l'armée et les armes? Et ensuite, je suis surpris que d'après ce que j'ai pu constater, l'université de Nankin en Chine soit la seule à proposer quelque chose comme la recherche sur la paix. En fait, l'un de mes mentors, Johan Galtung, y donnait des conférences invitées. Il n'existe, à ma connaissance, aucune recherche sur la paix, ni d'études sur la paix et les conflits, nulle part en Chine. Et cela me surprend. Ce pourrait être une manière pour la Chine de se distinguer à l'avenir. Parmi ses programmes, elle pourrait bien sûr inclure des études sur la paix et les conflits, la réconciliation, le pardon, la non-violence, etc., enseignées dans ses universités. Car lorsqu'on se tourne vers les groupes de réflexion et les instituts de recherche, c'est plutôt traditionnel. Je ne dis pas que ce n'est pas hautement qualifié. Je dis simplement que ce n'est pas imprégné des valeurs des études de la paix universitaire. Les individus les possèdent, mais ce n'est pas institutionnalisé. Je travaille donc sur l'idée que je pourrais peut-être contribuer un peu à diffuser les études sur la paix et les conflits en Chine, ce qui, je pense, serait l'une des choses dont je serais le plus fier dans ma vie si j'y parvenais. Quand je vais en Chine, je parle avec des intellectuels et des universitaires, et je le fais avec beaucoup de respect, car leurs politiques sont différentes de celles de l'Occident, et ils sont l'objet de tant d'injustices. Mais je pense tout de même qu'il serait bon d'avoir des études universitaires sur la paix en Chine. Je veux dire, il existe de nombreuses études sur la sécurité en Occident comme en Orient. Et les études sur la sécurité sont souvent un abus de langage, car il s'agit plutôt d'étudier comment créer une insécurité calculée partout afin de ressentir une certaine stabilité. Beaucoup d'études traditionnelles en relations internationales se résument à cela. Élaborer des modèles, des formules mathématiques et de la théorie des jeux autour de la dissuasion, comme tu l'as déjà mentionné. As-tu trouvé une autre manière d'aborder la situation internationale, profondément différente du discours auquel tu es habitué en Europe? Eh bien, c'est une question difficile. Car lorsque vous assistez à une conférence avec 500 personnes venant de 50 pays, ce n'est pas une affaire de la Chine. C'est une affaire mondiale, si l'on veut. Il existe tellement d'approches différentes. Mais disons qu'au fil des années, probablement depuis 1945, environ 90% des livres étudiés par 90% des étudiants en relations internationales, en sciences politiques, en études doctrinales et en études stratégiques ont été des ouvrages américains, écrits par des chercheurs américains. Et vous savez que la Chine est également très ouverte à la venue de chercheurs occidentaux pour y donner des conférences, y compris, vous savez, Henry Kissinger, peu avant sa mort à l'âge de 100 ans, et il vénère ses penseurs, Joseph Nye aussi, etc. Oui, et ces influences sont quelque chose que nous, en tant que chercheurs, devrions, je ne dirais pas combattre, car beaucoup de travaux de grande qualité ont été produits aux États-Unis. Mais ce rôle dominant doit disparaître. Il y a tant d'autres travaux produits dans le monde par d'autres chercheurs, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Chine ou dans d'autres pays d'Asie, qu'il est totalement ridicule que 90%, je dis 90%, ce n'est pas prouvé empiriquement, mais je dirais au moins, proviennent d'un seul endroit. J'en suis moi-même le produit, mais je suis aussi issu de la tradition scandinave des études sur la paix et les conflits, très lié au nom de Johan Galtung. Je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas avoir un apprentissage mondial,
des auteurs mondiaux et des ouvrages mondiaux. C'est tout à fait possible aujourd'hui dans nos universités. Mais vous savez, c'est ce que je constate quand je vois le programme de ce qu'on appelle les études sur la paix dans une université suédoise. Je dis simplement, premièrement, ce n'est pas la paix. Deuxièmement, tout cela est propre à la culture occidentale. Il n'y a personne à l'université de Lund qui étudie les théories non occidentales des relations internationales ou les philosophies de la paix ou quoi que ce soit de ce genre, vous voyez. Et cela nous rend totalement mal préparés pour le monde qui émerge. La différence, c'est que les Chinois connaissent très bien l'Occident. Ils ont importé beaucoup de choses de l'Occident et leur ont donné des caractéristiques chinoises. Mais ils ont aussi une curiosité. Par exemple, si vous êtes dans un centre commercial ou un restaurant, vous entendrez de la musique occidentale ou inspirée de l'Occident. C'est très clair. Et si vous allez dans un grand musée d'une grande ville, à un moment donné, chaque année ou tous les 2 ans, il y aura une exposition d'art occidental. Je veux dire, le musée d'art moderne de Shanghai, lorsque j'y étais, présentait une immense exposition d'un musée parisien sur l'impressionnisme français. Aujourd'hui, ils ont envoyé des millions d'étudiants en Occident, qui reviennent en parlant anglais. Je veux dire, on pourrait continuer encore et encore. Les Chinois en savent bien plus sur l'Occident que nous, en général en Occident, à l'exception de brillants chercheurs qui s'y intéressent depuis 40, 50 ou 100 ans. N'en savons sur la Chine. Nous ne savons presque rien de la Chine, comparé à ce que la Chine sait de l'Occident. Et cela va être absolument fatal pour le monde occidental. En raison de ce manque de connaissances, il est possible d'exploiter et de diffuser la propagande que les Américains et les Européens dirigent contre la Chine. Cela n'est possible que parce que la population ne sait rien de la Chine. Sinon, elle dirait « Eh, c'est de la propagande ». Au début de la discussion, vous avez décrit l'une des politiques étrangères emblématiques de la Chine, l'initiative, la ceinture et la route, comme un projet de connectivité porteur de paix et orienté vers la paix. En Occident, à Washington, mais aussi à Bruxelles, on la présente souvent comme une tentative de la Chine de dominer le monde ou d'endetter les pays. En quoi pensez-vous que ce projet de connectivité puisse réellement favoriser et soutenir la paix, plutôt que l'image dystopique que l'Occident essaie d'en donner? Eh bien, je dirais que, d'un point de vue de recherche sur la paix, c'est du déjà-vu, Pascal. Quand on réunit des gens dans une relation et une coopération équitable, pas, tu sais, d'exploitation verticale, de fragmentation et tout ce que fait l'impérialisme. Parce que cela aussi se réclame de la coopération, mais c'est une coopération nord-sud, et ça l'a toujours été. Nous en tirons le maximum, et eux en tirent moins, n'est-ce pas? Mais si on le fait horizontalement, avec égalité, équité, du gagnant-gagnant, de préférence du 50-50, même si c'est difficile entre un grand pays et un petit pays, alors c'est différent. Et il y a dans tout cela des détails que je ne connais pas du tout. Mais quand on fait cela, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un jeu gagnant-gagnant, et non gagnant-perdant, comme dans le colonialisme et l'impérialisme, on érige alors une barrière contre l'inégalité. On cesse de déclencher des guerres et de s'entretuer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. La haine s'est complètement déchaînée en Europe contre la Russie, parce qu'il n'y a aucune coopération. Si nous avions suivi l'idée allemande, et celle de Willy Brandt, selon laquelle nous devons coopérer les uns avec les autres pour préserver la paix et ne pas nous faire la guerre, nous serions aujourd'hui dans une bien meilleure situation. Mais les imbéciles de l'Occident ont lancé l'expansion de l'OTAN, provoqué, affronté, humilié la Russie, et la Russie a réagi, à mon avis, de la mauvaise manière. Mais elle a réagi parce que nous n'avons pas construit de coopération. Maintenant, l'idée se résume à des sanctions, pas de coopération, pas d'énergie.
et ainsi de suite. No cooperation, no energy, etc. We don't want to be dependent. The whole point is Nous ne voulons pas être dépendants. Le but, c'est que les Chinois ont compris que si l'on réunit les gens, si on les relie, et qu'ils deviennent mutuellement dépendants, également dépendants les uns des autres. Tu vends ceci, j'achète cela, je vends autre chose et tu l'achètes. Et que nous avons un réseau de transport, et que nous faisons cela, ce dont il est question actuellement au Xinjiang. À mon avis, ce sera la province la plus intéressante de Chine à l'avenir, entre la Chine et l'Occident. Quand on fait ces choses, quand on apprend à se connaître et à coopérer chaque jour, les chances de déclencher une guerre, de commencer à tuer et à se haïr, sont bien moindres que lorsqu'on ne se connaît pas, qu'on ne travaille pas ensemble, ou qu'on commence à exploiter les gens. C'est-à-dire, c'est tellement, enfin, c'est embarrassant de dire quelque chose d'aussi banal sur votre chaîne, mais c'est bien ce que c'est. Nous ne comprenons pas cela en Occident. Nous pensons que dominer est une bonne chose. Nous pensons qu'avoir une mission est une bonne chose. Amener les autres à nous ressembler. C'est le pire aspect de la culture occidentale. L'idée missionnaire. Ils devraient être comme nous. Le quatrième monde devrait ressembler au troisième, le troisième au deuxième, et le deuxième au premier. Et nous pensons que nous gagnons, que nous avons des valeurs universelles. Non, c'est pas le cas. Et les Chinois l'ont compris. Si vous essayez de dominer, si vous essayez d'exporter votre propre système, vous ne créez que de l'animosité. Parce que qui sommes-nous? Aimerions-nous que quelqu'un vienne dire à la société suédoise que nous devrions pratiquer la charia avec une idée missionnaire? Non, bien sûr que non. Donc, l'idée que les Chinois avancent est la suivante. Coopérons. Vous n'avez pas besoin d'être comme nous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un système à parti unique. Vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste. Vous n'avez pas besoin d'être confucéen. Vous n'avez pas besoin d'être ceci ou cela. Mais pouvons-nous faire quelque chose ensemble, dans l'unité et la diversité, la paix et la diversité, et non dans l'uniformité? C'est tellement fascinant pour quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la paix et à la compréhension de ce qu'elle signifie. La paix est différente d'une culture à l'autre. Pourquoi, selon vous, nous en Occident, semblons-nous absolument déterminés à toujours avoir un autre, à toujours avoir quelqu'un à présenter comme un ennemi, soit un ennemi actif comme la Russie, soit un ennemi potentiel comme la Chine? Il est vrai que la Chine a des différends frontaliers, des différends concernant des îles avec le Japon, des différends frontaliers au nord avec la Russie qui ont été résolus, et des différends frontaliers avec l'Inde. Il arrive que des soldats meurent réellement sur ces lignes de contact. Mais la dernière fois que la Chine a envahi un autre pays, c'était en 1969, et c'était le Vietnam, et cela mérite une analyse approfondie. Alors pourquoi l'Occident est-il si déterminé à projeter une violence extrême ou l'idée de tensions extrêmement violentes sur la Chine, alors que le seul qui, empiriquement parlant, recourt constamment à des solutions hautement violentes à ces problèmes, c'est l'Occident, partout dans le monde, et qui, d'une certaine manière, projette ensuite cela sur la Chine? Oui, eh bien, la projection psychopolitique fait partie du déclin occidental. Vous savez, on accuse les autres de faire ce que l'on fait soi-même, 10 fois pire. C'est une chose. Je pense que nous touchons à quelque chose, Pascal, que d'autres appelleraient la cosmologie profonde, ou des modes de pensée, ou des cultures, quelque chose avec lequel nous travaillons de plus en plus à la Fondation transnationale, parce que nous en avons assez des commentaires géopolitiques et militaires traditionnels, superficiels et centrés sur les armes, qui ne vont jamais au fond des choses. Pourquoi les choses sont-elles comme elles sont? Et quand on en arrive là, on commence à discuter de la manière dont elles peuvent être résolues. Tous ces commentaires sur ce que Trump a dit hier, vous savez, ne nous mèneront nulle part. En tout cas, pas dans une bonne direction. Et nous sommes de mauvais universitaires
si nous n'avons aucune idée de la façon de trouver des solutions. C'est comme aller voir un médecin qui te dit « Vous êtes en phase terminale et je ne peux rien faire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. » Ce n'est pas le genre de médecin que tu voudrais consulter. Donc, toutes ces personnes qui parlent de ce qui a été dit hier, le militarisme, les nouveaux plans de garantie de sécurité militaire, et ainsi de suite, à mon avis, n'avancent pas. Ce dont nous parlons ici, ce sont des modes de pensée moins conscients, voire subconscients, qui influencent la mentalité occidentale. Par exemple, nous divisons tout en bien et en mal, sans zone grise entre les deux, homme ou femme. Nous divisons les choses en ce que j'appelle des dichotomies, et celles-ci sont importantes. Au lieu de dire que tout le monde est un ami potentiel, nous disons que tout le monde est un ennemi potentiel. Si vous avez le christianisme, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Si vous êtes bouddhiste, il peut y avoir quelques autres choses ou figures en lesquelles croire. Et cette idée de conquérir le monde et de rendre sa propre façon de penser universelle est illusoire. Gandhi fut l'un des premiers à le souligner. Nous ne sommes pas contre les Britanniques, ils peuvent être ici, mais leur système, leur manière de penser, est quelque chose que nous n'acceptons pas en Inde, car nous avons une culture différente. Donc, si vous voulez changer ces choses, ce qui doit vraiment changer, c'est la manière de penser plus profonde en Occident. Les choses que nous tenons pour acquises chaque jour, que nous appelons naturelles, en disant « Oh, c'est comme ça que ça doit être ». Et c'est pourquoi la Chine est perçue comme une menace, parce qu'elle a des valeurs différentes et pense différemment de nous. C'est là la grande limite de l'Occident. On entend des gens au sein de l'OTAN et ailleurs dire que la Chine est une menace parce qu'elle a des valeurs différentes des nôtres. Moi, je dirais « Wow, c'est formidable. Ils sont différents de nous. Explorons ce que cela signifie. » Mais comme nous sommes sur le déclin en Occident, et tous les empires finissent par décliner, lorsqu'un empire est en déclin, nous avons peur quand quelqu'un a de meilleures ou de simples idées différentes, ou agit autrement, et nous les considérons comme des ennemis, n'est-ce pas? C'est une maladie civilisationnelle, une maladie de la civilisation occidentale. Au lieu d'être curieux envers ceux qui sont différents, nous les voyons comme des menaces ou des ennemis potentiels. Il en va de même pour les immigrés, les personnes d'autres cultures qui viennent ici. Ils sont fondamentalement accueillis avec une attitude négative. Au lieu d'être ouverts et de dire « ce serait fantastique » et de penser que c'est fantastique, parce que nous avons vécu du travail de personnes issues d'autres cultures. Autrefois, on ne pouvait pas acheter une chemise. On ne pouvait pas acheter une radio à transistor. On ne pouvait rien acheter. On ne pouvait pas acheter une voiture qui n'était pas au moins en partie produite quelque part dans le tiers-monde. Aujourd'hui, tout est produit en Chine. Nous sommes tellement dépendants, dans le monde occidental, de l'existence d'un monde de personnes, de travailleurs et d'autres, qui font les choses que nous consommons chaque jour, le tabac, le café, peu importe. Mais nous ne nous intéressons pas à qui sont ces gens. C'est là notre grande faiblesse en Occident. Maintenant, il va falloir que nous nous réveillions. Et si nous ne le faisons pas, ce que je ne pense pas que nous fassions pour le moment, parce que nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes, alors nous resterons bloqués. Nous allons le perdre. Et je pense que nous allons vraiment le perdre. Il n'y a actuellement aucune ouverture, ni chez les politiciens, ni chez les universitaires, ni dans les médias, à l'idée d'un autre monde non occidental qui ferait les choses différemment de nous. Cela n'existe pas dans nos médias occidentaux. Ouvrez les médias chinois, allez sur Internet, regardez China Daily, CGTN ou autres, et vous verrez des tonnes d'articles sur l'Occident. Ouvrez les médias occidentaux, et vous ne verrez rien sur la Chine. Et si vous en voyez, c'est seulement pour dire que c'est un mauvais pays,
une dictature, qui fait ceci ou cela de travers, et qu'ils représentent une menace, donc que nous devons nous armer contre eux. C'est la seule histoire. Vous ne voyez pas ce genre d'histoire dans les médias chinois. Sommes-nous piégés? Et je suis désolé de ramener cela à l'Occident maintenant, mais c'est comme si nous étions pris dans notre propre manière solipsiste d'exister, où nous continuons à penser que tout tourne autour de nous et à percevoir tous les autres simplement comme une version différente de nous-mêmes. Ce qui signifie en réalité que tu perçois les autres comme toi-même, juste différemment. Ou des gens qui pourraient devenir nos copies. Je veux dire, c'est une idée missionnaire. Aller dehors et faire de tout le monde mes consommateurs de Coca-Cola, des militants des droits de l'homme, ou peu importe. Nous vendons la démocratie. Bon sang, nous vendons la démocratie partout dans le monde, comme si elle fonctionnait dans nos propres sociétés. Ce n'est plus le cas. Ce ne l'était même pas à l'époque où nous le faisions. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui, Pascal, a à voir avec le danger de devenir numéro 1. C'est-à-dire que tu n'apprends pas, tu enseignes. Si tu es numéro 10 dans un système, tu as 9 autres à observer et à te dire « Comment ont-ils fait pour que ce soit bien meilleur que nous ?» Nous avons là quelque chose dont nous pouvons nous inspirer. Mais si vous êtes le numéro 1, vous enseignez, et vous n'écoutez pas ni n'apprenez de nouvelles choses. Et cela signifie bien sûr aussi que si l'on transpose la pensée occidentale à la Chine, celle-ci devra éviter ce piège. En étant le pays le plus fort, le plus influent, sur le plan économique, probablement sur le plan sociologique, dans la manière de faire les choses à l'avenir, dans le domaine technologique, il existe un risque que quiconque devient numéro 1 perde son humilité, perde sa sagesse, perde sa prudence et dise « nous pouvons tout faire ». J'ai bon espoir que cela n'arrivera pas, grâce au confucianisme, à la pensée de l'harmonie, à la pensée de la paix, qui sont profondément ancrées dans la culture chinoise. Mais on ne peut jamais en être tout à fait sûr. Vous savez, il pourrait y avoir un dirigeant bien après Xi Jinping, ou quelqu'un de ce genre, qui aurait une attitude différente de sa sagesse et de sa modération. Nous devons donc nous entraider à réfléchir à la manière d'éviter que quiconque ne tombe dans le piège de l'arrogance, celui de penser que nous sommes le centre du monde. Maintenant, ce qui est étrange pour l'Occident, c'est que nous sommes ce que nous appelons le monde occidental. Pascal, vous venez de Suisse, je viens du Danemark et je vis en Suède. Ce que nous appelons le monde occidental représente 12% de l'humanité. Mon calcul est simple. Si ces 12% ne s'intéressent pas davantage aux 88% à la façon dont ils vivent, qu'à eux-mêmes, ces 12% perdront. Ils perdront. Car on ne peut pas, en tant que petite minorité de 12% dans la communauté mondiale de l'humanité, se permettre de ne pas s'intéresser aux 88%. Que l'on veuille dominer ou coopérer dans un monde futur multipolaire et multinodal, le nouveau monde est soit multipolaire, soit non polaire, ou peu importe. Mais il n'est pas unipolaire. La fin de la domination mondiale des États-Unis et de l'Occident est donc très claire. Les seuls qui ne la voient pas pour l'instant, ce sont les Occidentaux eux-mêmes, car c'est ainsi que nous percevons le monde. Et cela est dangereux. C'est un moment dangereux pour l'humanité, car un empire est en train de s'effondrer, et nous n'avons pas de Gorbatchev. Nous n'avons pas d'homme de vision, de stature morale et d'humanité, comme l'était Gorbatchev lorsqu'il a vu l'Union soviétique, le dernier empire occidental, s'effondrer. Aujourd'hui, l'empire occidental est en train de tomber, et nous n'avons personne qui lui arrive à la cheville en termes de morale, de vision ou d'humanité. Quelle serait la bonne manière, non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier, d'aborder ce problème du déclin de l'Occident? Il est bon que l'Occident décline,
mais c'est aussi dangereux qu'ils le fassent. D'un côté, il y a une inévitabilité, mais elle s'accompagne de dangers inévitables. Quels seraient les airbags nécessaires pour désamorcer non seulement la chute de l'Occident, mais aussi les conséquences de cette chute? Well, I would have liked to see Eh bien, j'aurais aimé voir, et c'était mon espoir déjà dans les années 1970 et 80, que l'Union européenne devienne un Occident différent, n'est-ce pas? Un Occident avec lequel le reste du monde pourrait dialoguer autrement. Un Occident non violent, parce que cela fait aussi partie de la tradition occidentale. Un Occident qui ne ferait pas ce que font les Américains. Et maintenant, je vois une Europe qui n'a aucune autonomie, qui ne cesse de se créer des crises les unes après les autres, que ce soit la guerre contre la Russie à travers le rôle de l'Ukraine comme intermédiaire, ou maintenant, vous savez, il va y avoir un faire la paix. Dieu nous en garde. Non, ne dites jamais cela à propos du plan de Trump. Il va y avoir un faire la paix sans l'Europe. Et ils sont inquiets maintenant, se rassemblant et disant « Vous ne pouvez pas le faire sans nous ». now coming together and say, you cannot do it without us. And Trump says, I couldn't care less about you. Et Trump dit, je me fiche complètement de vous. Et Poutine aussi, bien sûr. Ils sont d'accord. L'Union européenne n'a rien créé de nouveau, rien qui ne puisse être accompli autrement qu'en étant une union plutôt qu'un ensemble de pays individuels. Cela aurait pu être une réponse il y a des années, que peut-être l'Union européenne pourrait devenir un nouvel Occident entrant dans le monde global d'une manière différente. Non pas en dominant, mais en coopérant. Une Union européenne mutuelle, gagnant-gagnant, avec le reste du monde. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils n'ont pas eu la vision. Et aujourd'hui, nous avons la pire direction de l'Union européenne que nous ayons eue depuis toutes ces années. Donc ce que je pense pouvoir dire, c'est qu'on ne peut qu'espérer que quelque chose s'effondre vraiment aux États-Unis. Et Trump est aussi un très bon destructeur des États-Unis et de tout ce qu'il représentait de bon. Je n'ai jamais été anti-américain. Mais quelqu'un pourrait surgir aux États-Unis et dire « Hey, il faut faire les choses autrement. C'est le moment du changement. » Vous savez, une figure à la Martin Luther King, à la Kennedy, ou peut-être à la Carter. Mais peut-être que ce n'est même pas quelque chose que nous avons le temps d'attendre. Non, c'est pourquoi je connais l'avenir. Laissez-moi simplement le trouver. Le point final, c'est que l'avenir sera soit une explosion, soit une implosion. Explosion signifie que les États-Unis s'effondreront par la guerre. Vous savez, je disais autrefois, qu'aurait fait Hitler s'il avait eu des armes nucléaires tactiques à sa disposition dans son bunker à Berlin? L'autre possibilité, c'est l'implosion. Cela signifie que lentement, pas à pas, secteur par secteur, les États-Unis en tant qu'empire se désagrégeront. Crise économique, crise sociale, crise culturelle. Tout finit par se combiner soudainement et l'ensemble s'effondre. Il implose. Et c'est ce que j'espérais comme la manière la moins violente pour l'Empire de disparaître. Mais il doit disparaître, et il disparaîtra. Nous devrions avoir une discussion en Occident. Comment renoncer à notre statut d'empire et rejoindre le reste du monde d'une nouvelle manière? Nous n'avons pas cette discussion, car nous sommes obstinés. Nos médias, nos politiciens, nos universitaires s'acharnent à continuer de dominer le monde parce que tout le monde serait soi-disant pire que nous. Et si nous rejoignions le monde sur invitation? C'est un peu, tu vois, une chose qui m'a frappé dans le plan de paix en 28 points, c'est qu'un des points proposait quelque chose comme « Nous réintégrerons la Russie au G8 ». Et moi, comme beaucoup d'autres, on s'est dit « Mais ils n'ont jamais demandé ça. Pourquoi la Russie voudrait-elle ça? Je pense qu'ils ont de meilleures options que de faire ça. » Exactement. Mais si on prenait le contraire, que penses-tu qu'il se passerait si, pour la prochaine réunion des BRICS, les BRICS invitaient simplement les États-Unis? Venez discuter avec nous. Parce que bon,
Peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux. Je ne sais pas ce que... Pascal, pourrais-tu simplement répéter la question? J'ai eu le message que la connexion Internet coupait un peu. Tu t'es figé. La question était, et si les BRICS commençaient à inviter les États-Unis? Par exemple, en tant qu'observateur, veuillez nous rejoindre comme observateur. Venez discuter avec nous. Pensez-vous que cela pourrait être une voie à suivre? Non. Regarde. Je veux dire, ils ne se sont pas présentés au G20 en Afrique du Sud la semaine dernière avec une sorte d'histoire inventée sur tous les Blancs qui seraient victimes d'un génocide ou quelque chose du genre. Je pense que la direction américaine actuelle, ou l'absence de direction, ou la mauvaise direction, a cette idée d'auto-isolation. C'est pourquoi elle veut s'emparer de ressources au Canada, au Groenland, au Panama, et même au-delà, à Gaza, etc. Parce qu'elle le sait. J'appelle cela les États-Unis de l'autarcie. Ils se retirent du monde, si l'on veut, puis ravagent les lieux à leur convenance. J'aimerais croire que ce serait possible, peut-être avec une autre direction. Mais c'est pas Trump. Trump ne se soucie pas de la coopération. Il ne cherche même pas à coopérer avec les membres de l'OTAN ou l'Union européenne. Donc, inviter les États-Unis à participer aux BRICS, je le ferai. Mais cela ne montrerait qu'une chose, qu'ils ne veulent pas coopérer avec le monde. Ils veulent le dominer. Et tant que cette maladie aussi profondément ancrée dans l'âme, dans l'état d'esprit de l'Occident, nous aurons tous un problème. Vous savez, l'approche la plus réussie pendant la guerre froide, à mon avis, politiquement parlant, pour parvenir à une désescalade et à une voie constructive, a été la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Ce fut une entreprise de 5 ans, et c'était en réalité une idée des Soviétiques. Ils savaient que s'ils proposaient eux-mêmes l'idée, car ils l'avaient déjà fait auparavant, l'Occident dirait simplement « Non, 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 manœuvre stupide, nous ne dirons jamais oui ». Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux Finlandais de le faire. Les Finlandais, ils leur ont dit « Veuillez demander aux Européens, puis plus tard aux États-Unis, que nous avons besoin d'une forme de conférence. » Et les Finlandais l'ont fait. Le ministère des Affaires étrangères de la Finlande a effectivement envoyé ses notes, et ce faisant, ils ont créé une pression diplomatique, car même l'absence de réponse est une réponse, et c'est une réponse très peu amicale. Exactement. Il faut donc créer quelque chose, et cela a en réalité pris de l'ampleur, et s'est transformé 5 ans plus tard en le plus grand effort de paix transcontinental de la guerre froide. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et nous pensons probablement de la même manière, parce que nous sommes tous deux partisans de la neutralité. Et de la Finlande. La Finlande est géniale. Enfin, elle l'était. Maintenant, la Finlande est une fervente partisane de l'OTAN, qui, tu sais, était autrefois quelque chose de différent. Pour plusieurs raisons, elle devrait probablement être abolie. Mais pour faire court, c'était les beaux jours, Pascal, quand l'Europe était dirigée par des intellectuels. Il y avait des gens comme Willy Brandt, comme Palm, comme Kekkonen, qui, si je me souviens bien, a pris l'initiative de la CSCE. Et l'idée était qu'en établissant des contacts, y compris entre militaires lors de leurs exercices respectifs, nous pourrions prévenir la guerre et avoir une Ostpolitik, c'est-à-dire coopérer. Nous avions aussi une Allemagne qui ne parlait pas de militarisme, mais de ce qu'elle avait fait et qui s'en repentait. Et nous avions l'idée d'Olof Palme, la Commission sur la sécurité commune. Aujourd'hui, nous avons une sécurité au détriment des autres. Nous pensons stupidement, car il n'y a plus d'intellectualisme dans les politiques européennes. Nous croyons que plus nous pouvons nuire, plus nous pouvons humilier, plus nous pouvons paraître forts militairement, plus nous aurons la paix. Bien sûr que non.
Mais cette compréhension était différente à l'époque. D'abord parce qu'il y avait de l'intellectualisme. Ensuite, il y avait des gens qui savaient ce qu'était la guerre, ceux qui dirigeaient l'Europe à ce moment-là. Les personnes assises aujourd'hui ne savent pas ce qu'est la guerre. Pour elles, c'est comme un jeu sur ordinateur. Elles ne se rendent même pas compte de ce avec quoi elles jouent. Donc vous avez tout à fait raison. C'est bien ce dont nous avons besoin aujourd'hui, à mon avis aussi. Et peut-être devrions-nous réfléchir à la manière de transformer l'Europe dans cette direction, car je pense qu'il est plutôt impossible d'influencer les États-Unis. C'est une sorte, vous savez, d'humeur autistique. Mais l'Europe, où nous avons tous deux nos racines, pourrait probablement encore faire quelque chose de différent. Je ne suis toutefois pas optimiste quand je vois la façon dont ils ont traité la Russie. Ils ont élargi l'OTAN, et la manière dont ils ont géré Nord Stream et tout le reste me donne simplement de mauvais pressentiments quant à leur capacité à penser, même en termes de paix. Si vous demandiez à Madame von der Leyen, qu'est-ce que la paix pour vous? Elle ne saurait rien dire d'intéressant. Vous ne pourriez pas avoir une conversation de 5 minutes avec elle sur la paix. Ce ne serait que du blabla. Défense forte, militarisme, montrer à l'autre camp où nous en sommes. Et c'est tout sauf cela. C'est pourquoi nous vivons une époque dangereuse. Je ne sais pas. À un moment donné, l'Europe se ressaisira. Nous reviendrons. La question pour moi est de savoir combien de temps cette rupture avec la rationalité va durer. La rupture que l'Europe traverse actuellement. Est-ce que cela va durer encore 10 ans ou 100 ans de plus? Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais à un moment donné, elle devra revenir, car cela devient tellement évident et même plus fort. Et je crois vraiment qu'à un certain moment, sur le terrain, il y aura une sorte de prise de conscience. Comme nous ne pouvons tout simplement pas continuer à vivre ainsi. Cela viendra en Europe. Mais on n'y est pas encore. Mais cela viendra. Nous nous dirigeons clairement vers les marges, vers les limites de ce qu'il est possible de faire, sans un grand bouleversement. On pourrait dire, soyons créatifs et positifs. On pourrait dire que si Trump et Poutine, et Trump en particulier, puisqu'il a 28 points d'avance selon toutes les sources, ces chiffres, pas ceux de Poutine, ni bien sûr du peuple ukrainien, je ne parle plus de Zelensky. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'avenir du peuple ukrainien, qui a plus souffert que quiconque. S'il mène à terme cette paix étrange, maladroite, quasi amateur, ce sera probablement un signal d'alarme pour l'Europe. Cela pourrait même conduire à la fin de l'OTAN, car si la puissance la plus forte de l'OTAN agit ainsi par-dessus la tête de l'Europe et de ses alliés pourraient enfin comprendre qu'ils ne peuvent pas miser sur la coopération ou la proximité avec les États-Unis, du moins sous Trump. Et cela obligera certaines personnes, raisonnablement intelligentes, à commencer à se demander vers qui se tourner lorsque nous ne pouvons plus faire confiance aux États-Unis. Il se peut aussi qu'ils s'emparent du Groenland à l'avenir, qu'ils fassent de mauvaises choses en Ukraine, et ainsi de suite, car cela n'a rien à voir avec la paix. Il y aura davantage de guerres. Vous savez, s'ils sont humiliés à ce point par Trump, qui fait fonctionner ses 28 points avec Poutine, par-dessus la tête des Ukrainiens et des Européens, je pense que ça pourrait être un signal d'alarme dans la direction dont vous parlez. Mais je n'en sais rien. La capacité de l'Europe à s'humilier elle-même m'a toujours stupéfié, car il n'y a pas en Europe de leadership qui vaille quoi que ce soit. Mais pourquoi ne pas essayer la paix par l'humiliation? Je veux dire, peut-être. Les autres approches que l'Europe a essayées jusqu'à présent ne se sont généralement pas très bien terminées. Pratiquement toutes les décennies, en fait. Mais Jeanne, merci beaucoup pour ces réflexions. Je suis toujours heureux d'entendre ta manière de penser et ton processus de conceptualisation de la paix, que je trouve très important.
Les personnes qui souhaitent en lire davantage de ta part devraient se rendre sur thetransnational.live. Yeah, transnational.live Transnational.live and and our Substack. Transnational.live et notre Substack et ton Substack. Hundreds of videos like Nous avons aussi des centaines de vidéos, peut-être pas aussi bonnes que celle-ci, mais tout de même toutes ces vidéos que nous avons réalisées. Nous travaillons beaucoup avec des médias en dehors de l'Occident. Personne en Occident ne s'intéresse à ce que nous disons. La paix par des moyens pacifiques n'intéresse absolument pas les médias occidentaux. Mais nous collaborons avec des médias du monde entier. Et nous produisons énormément de vidéos pour les personnes qui ne veulent pas lire de longs articles universitaires, que nous continuons pourtant à publier. Je tiens aussi à te remercier, Pascal, car tu fais partie des très rares personnes réellement intéressées par la paix. C'est quelque chose que je respecte et admire profondément, car tu viens, je suppose, d'une tradition suisse, et cela fait partie de ta personnalité. Tu as compris l'absurdité de la menace et de l'usage de la violence. Cela ne résout aucun problème. Cela n'en crée que davantage. Il y a très peu de personnes dans le monde qui ont cette attitude, mais je suis reconnaissant que ce soit ton cas. around the world who have that attitude, but I'm grateful that you have it. peace is like Laçon est comme la santé. Ce n'est pas tout, mais tout n'est rien sans elle. Alors nous ferions mieux de nous souiller. we better care about it. Exactly, and you know, Johann. Exactement. Always, Et vous savez, Johann Galtung, dont le père était médecin, disait toujours qu'un bon chercheur pour la paix fait des diagnostics. Certains d'entre eux vous diront que si nous continuons ainsi, cela finira mal. that if we continue, Et ensuite, vous consacrez la majeure partie de votre énergie et de vos capacités intellectuelles à vous demander comment éviter le pire et comment créer quelque chose de meilleur. C'est cela, le traitement. Et c'est ce à quoi nous nous engageons dans cette fondation. Je suis ici depuis exactement 40 ans, le 1er janvier de l'année prochaine. and I've been Nous avons toujours dit que vous n'avez pas vraiment fait de recherche si vous n'avez pas aussi proposé des solutions aux problèmes. C'est ce que fait un bon médecin et c'est ce que fait un bon chercheur pour la paix. Et c'est ce que, fondamentalement, les intellectuels ne font plus aujourd'hui. and that's what basically no intellectuals do anymore. I'm looking for a therapy. Je cherche une thérapie pour ce cancer de la guerre et je préférerais que ce ne soit pas une radiothérapie. Cela, je veux dire, nous ramène à ceci. Tu sais, reposer en paix n'est pas la paix que nous voulons. Nous voulons une paix active où les gens peuvent réellement en profiter. Peace where people can enjoy it. Okay. Peace is conviviality D'accord. and happiness La paix, and c'est la convivialité et le bonheur, ainsi que le développement des potentiels que chaque être humain et chaque société possède pour quelque chose de meilleur que de s'entretuer. Jean Auberg, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your Merci. time today. Thank you.